donc je fais suite à Sylvain donc, pour parler toujours de GraalVM, et là je vais plutôt parler des aspects polyglottes de GraalVM. Alors, j'ai un premier slide. Alors, en gros, je vais résumer en un seul slide tout ce que vient de dire Sylvain. Donc, Sylvain, c'est Sylvain. J'espère ne pas faire offense à ta présentation en étant un peu réducteur en un seul slide. Mais disons que voilà, donc l'idée c'est de dire qu'effectivement avec GraalVM on obtient des performances accrues, on a une empreinte mémoire réduite, qu'on a un temps de démarrage des applications qui est réduit, et tout ça c'est grâce à la compilation ahead of time. Et tout ça c'est grâce aussi aux images natives, ça vient aussi de StrikeVM, et on est content. Sylvain a expliqué les différences entre la version communautaire et la version entreprise. Et puis, il a expliqué aussi que du coup, Java, du moins au travers de GraalVM, redevenait pertinent dans un monde de microservices, et que GraalVM était très bien intégré maintenant dans des... on n'en a pas tellement parlé, mais j'en profite pour ajouter une couche, que maintenant GraalVM est très bien intégré dans des frameworks orientés microservices, donc pour faire du développement de microservices. Et donc, on a parlé de Quarkus, le framework de Red Hat, et Lydon, qu'on connaît moins. Qui connaît Lydon ici? Donc, Lydon, le framework d'Oracle, Micronaut, très bien oublié. MicroProfile, donc MicroProfile, je ne sais pas si vous connaissez aussi, donc c'est la version allégée à mon sens, hein, je ne sais pas si je le définis bien, de Java, des standards de Java Entreprise. Et donc c'est Eclipse MicroProfile qui implémente ces standards orientés toujours autour des microservices. Et puis aussi depuis pas très longtemps, il y a GraalVM a été intégré aussi, alors c'est toujours un peu expérimental de ce que j'ai compris, mais dans Spring. Voilà. Donc, pour commencer, une petite devinette. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre toutes ces personnes célèbres? Alors, je peux déjà les citer, il y a Joe Dassin, il y a le pape Jean Pauli, il y a Tolkien, il y a Carl Linnaeus, il y a Christopher Lee, il y a qui en haut, c'est Leibniz, ou Spinoza, l'un ou l'autre, Thomas Pesquet, donc Spinoza, Jean-Claude François, il y a Nikola Tesla, il y a Georges Moustaki, et il y a, j'ai oublié son nom, Nana Mouskouri. Polyglotte. C'est des polyglottes, effectivement. Alors là, on parle de langue naturelle, hein, effectivement, mais bon, en fait, c'est des polyglottes, mais c'est même des hyper polyglottes, parce qu'en fait, c'est des personnes qui parlent 6 langues étrangères et de façon courante. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça, c'était juste pour introduire mon sujet. Donc on ne parle effectivement pas de langue naturelle, on parlait de langage de programmation. Donc GraalVM en tant que plateforme polyglotte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord le support de plein de langages différents. Donc on va parler effectivement de VM universel. Et puis, parallèlement à ça, c'est aussi la possibilité au travers de GraalVM, et c'est ce qui nous intéresse ici particulièrement dans cette présentation, c'est la possibilité de mélanger, de mixer plusieurs langages de programmation dans un même programme, dans un même fichier source. Voilà. Et donc tout ça pour construire des applications polyglottes. Alors, Sylvain, donc c'est le blanc, il n'a plus trop besoin de se présenter. Moi, je me présente, peut-être un peu plus longuement. Donc, je suis Pascal Gillet, je travaille à StackLabs. Donc, je suis architecte cloud. Donc, ça veut dire que j'interviens plutôt sur des projets effectivement de type cloud. Et puis, je tourne aussi autour pas mal du big data. Et donc, StackLabs, c'est une société qui est née à Toulouse, hein, pour présenter brièvement la boîte. Qui est née à Toulouse il y a 2 ans, qui compte aujourd'hui 25 membres, on va dire. Voilà, et c'est une société qui met en avant de l'expertise technique. Donc on est tous des geeks, on est tous des passionnés. Et donc c'est une entreprise de services numériques. Et donc, quoi dire de plus sur StackLabs? Alors on est d'abord à Toulouse, alors je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais on cherche à s'implanter au Canada. On bosse principalement en remote quand la mission le permet. Et puis, une chose aussi importante à dire par rapport à StackLabs, c'est que si je suis là ce soir à vous présenter un sujet sur GraalVM, c'est parce que la boîte me dégage du temps pour justement faire ce genre de choses, écrire des articles de blog techniques, participer à des groupes, etc. Donc c'est quand même intéressant de le signaler. Alors c'est forcément un mix entre du temps de travail et du temps perso, parce que c'est toujours très chronophage de préparer des c'est bon. Alors, pourquoi je viens parler de GraalVM ce soir? Tout simplement par amour du langage.
Parce qu'en fait, alors tu l'as dit, hein, c'est un langage qui est né en. Ah non, tu as commencé à programmer en Java en 97. En fait, le langage est né en 96. C'est ça, donc ça c'était l'époque de Java 1. Et moi j'ai commencé mes études supérieures en informatique dans ces eaux-là en 98-99. Et donc j'ai appris à l'école, comme tout le monde, les langages C, ce genre de langage et des langages plutôt académiques. Et puis, à l'époque, Java, c'était un peu le langage émergent. Donc, c'était Java 1, et voilà. Donc, c'était le langage un peu prometteur à l'époque. Et donc, sur lequel il fallait commencer à compter dans l'industrie, etc. Donc, moi, j'ai commencé avec Java, j'ai commencé à l'école à apprendre Java, et puis après, j'ai été développeur Java pendant de nombreuses années, dans le cadre du boulot, mais aussi dans des side projects, des projets plutôt personnels. Et, voilà. Et donc, j'ai suivi un peu toutes les évolutions du langage Java. Et donc, je suis naturellement, même si je fais moins de Java aujourd'hui, je suis plutôt sur d'autres sujets, je suis naturellement l'évolution de l'écosystème Java. Notamment, il y avait avec Java 5, l'introduction des génériques, avec les lambda en Java 8, etc. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à GraalVM. Alors, on parle d'application polyglotte, je vous propose un premier exemple de code. J'utilise Visual Studio Code pour présenter des exemples de code. Alors moi, je suis plutôt IntelliJ à la base. Donc j'ai forcément un peu de mal avec un niveau vidéo. Pourquoi j'utilise Visual Code? Parce qu'en fait, GraalVM propose de base des extensions pour supporter GraalVM dans cet éditeur. On verra que ça le supporte vraiment plus ou moins bien. Donc un premier exemple de code que je peux vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien le... Est-ce que ça marche pour le scroll ou pas? Alors attendez, déjà je vais choisir le bon fichier. C'était un mode présentateur. Ouais, c'est ça. Comment tu y sors après? Une chape de points. Donc là, c'est un simple, donc c'est du JavaScript, donc c'est un simple serveur Node.js. Et donc l'idée, ça va être de mélanger ici donc du JavaScript avec du Java et puis aussi du R. Alors qui connaît R ici? À peu près tout le monde qui manipule du R en disant. J'ai envie de R, c'est un langage historique pour les data scientists. Donc c'est des gens qui font des maths, qui font des stats, du machine learning. Donc ce qui est intéressant dans R, c'est tout l'écosystème qui est fourni avec, et notamment la possibilité de tracer des graphes, ce genre de choses, de tracer des diagrammes, ce genre de choses. Alors pourquoi le Java? Alors là ici on charge un type Java qui est java.map.integer. Alors cet exemple-là, il n'y a pas vraiment de valeur hein, ici, c'est juste pour vous montrer de quoi on parle, hein, juste pour illustrer un peu une première application polyglotte. Mais pourquoi on utilise un big integer ici? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourrait justifier l'exemple. Parce qu'en fait, JavaScript n'est pas très adapté pour manipuler des entiers de grande taille. Voilà, donc on se dit que voilà, ça peut être un point intéressant entre JavaScript et Java. Et puis après, on imagine que donc on fait des opérations sur des entiers ici. Donc je fais 10 à la puissance 100 et puis j'ajoute 43, donc je suis content. Et puis on imagine après que sur la base de ce grand entier, on affiche un diagramme. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, donc j'exécute ma petite commande pour démarrer mon Node.js. Donc mon serveur a démarré sur des ports 3000. Voilà, on est content. Le World for JS. Donc là, j'ai bien le résultat de l'opération que j'ai fait sur mon entier. Et puis, j'ai affiché un gros plot qui n'a pas vraiment de rapport avec mon entier, mais vous imaginez que voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc c'était déjà pour vous faire sentir un peu ce que c'est qu'une application. Donc, après, à partir de là, on peut se poser légitimement la question de quel est l'intérêt de faire des applications polyglottes en fait.
quel est l'intérêt de pouvoir mélanger différents langages de programmation dans un seul programme, dans une seule application? Quelle est la valeur ajoutée de ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc là, vous aurez compris le petit clin d'œil à Indiana Jones à la dernière croisade, avec Saint Bérat. Alors, le premier argument qu'on peut trouver, c'est que, il est celui-là, c'est que la probabilité qu'un programme, ou plutôt qu'une application soit écrite aujourd'hui dans un seul langage de programmation, elle est plus basse que jamais. En fait, pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait des applications de plus en plus compliquées, c'est des logiciels de plus en plus lourds, etc., auxquels on demande des fonctionnalités de plus en plus variées et diverses, et voilà. On parlait de GWT tout à l'heure, c'était justement une tentative de framework à l'époque qui permettait de réduire la fracture entre les langages. Et pour ceux qui n'aimaient pas faire du JavaScript, eh ben, c'était quand même un moyen aisé de créer des applications web dynamiques en faisant du Java. Et en fait, ce framework-là produisait des pans entiers de JavaScript. Et là, on était très contents. Donc, c'était une manière de faire de l'interopérabilité de langage quelque part. Sauf que on se rend compte, avec quelques années de recul, que ce n'était pas forcément la bonne approche. Et donc, voilà. Ce type de framework est plutôt mort. Il y a plein d'autres exemples. Voilà. Donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'existe pas un langage qui serait universel, pour le coup, et pourquoi il n'existerait pas un langage qui serait qui permettrait d'adresser tous les types de problèmes. Alors, quand je parle de tous les types de problèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a différents, aujourd'hui à notre disposition, on a différents langages de programmation. On a des langages qui sont plutôt haut niveau, des langages qui sont plutôt bas niveau. Quand je parle des langages haut niveau, donc c'est des langages qui vont nous permettre d'exprimer des choses en termes fonctionnels, en termes de métier. Donc c'est des langages qui sont typiquement orientés objets. Donc ça, c'était un peu l'argument vendeur des langages orientés objets à la base, c'était de pouvoir mapper des concepts de la vie réelle directement dans un programme. Donc, par exemple, on imagine que je suis en train de développer une application pour des maraîchers. Donc, je vais pouvoir déclarer des concepts de choux et de carottes, et puis je vais pouvoir dire ces choux et ces carottes, en fait, c'est un type générique qui sont des légumes, et puis je vais pouvoir développer des algorithmes métiers autour de ces classes d'objets que sont les choux et les carottes et les légumes en général. Donc ça, c'est très bien. Et puis, à l'inverse, on a les langages de plutôt bas niveau qui, eux, sont proches de la machine, par définition, et qui permettent justement de répondre à des problématiques plutôt techniques, plutôt liées aux performances, etc. Donc c'est dans ce type de langage où effectivement on va avoir, à l'inverse des langages au niveau, une gestion explicite de la mémoire. Donc là, on n'a pas de garbage collector, on va manipuler des pointeurs, ce genre de choses. En Rust, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le box. Exactement. Donc on va, et puis, par exemple, il y a d'autres langages bas niveau, comme Erlang, par exemple, où on a des primitives pour faire de la concurrence. Vraiment, c'est lié de manière très intrinsèque au langage. Et donc, je reviens sur ma question, pourquoi il ne pourrait pas exister de langage universel? Alors, la question a été posée sur Stack Overflow, et la question a été fermée tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de trolls en fait, sur cette question-là. Et la meilleure réponse, la réponse la plus populaire à cette question, c'est en fait, on n'utilise pas un couteau suisse pour désosser un poulet. C'est la meilleure réponse. Donc, ça ne répond pas vraiment à la question. Moi, la réponse personnelle que je pourrais faire par rapport à ça, c'est en fait, pourquoi pas, on pourrait très bien imaginer un langage qui soit à plusieurs niveaux, qui répondent à la fois à des problématiques bas niveau et haut niveau. Le problème de ça, c'est que on se rend compte assez facilement que à l'utilisation, au développement, ça serait plutôt difficile. C'est-à-dire qu'un développeur qui voudrait développer, lui, sa problématique, c'est juste de développer des choux, des carottes et des légumes en général. Mais pour autant, il n'a pas envie de manipuler des pointeurs et des choses comme ça. Donc en fait, un langage universel aurait un intérêt si effectivement on était capable de pouvoir bouger dynamiquement ce curseur-là en fait. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas avoir à remplir toutes les problématiques. Voilà. Donc la conséquence de ça, vu qu'il n'existe pas de langage universel, l'idée c'est d'utiliser le langage qui est le plus adapté à votre problème. Donc ça c'est souvent ce que vous faites quand vous démarrez un nouveau projet. Vous choisissez un outillage et puis vous choisissez un langage de programmation. Alors, souvent c'est biaisé, hein, il y a un biais cognitif à ça, parce que souvent on va opter pour les langages qu'on connaît le plus. Et puis voilà.
Je vais peut-être rajouter un truc là-dessus, mais je sais plus. Ça reviendra. Et donc, l'intérêt de GraalVM ici et des applications polyglottes, ça peut être aussi pour des applications legacy, donc des vieux systèmes qui tournent depuis des années et des années, et qu'on maintient un peu malgré nous. Bah, c'est peut-être cette possibilité-là de pouvoir migrer graduellement du code d'un langage de départ vers un langage script. Voilà. Et Twitter, Twitter c'est un très bon exemple. Parce que Twitter, à l'origine, ça je ne savais pas, mais du coup je l'ai découvert en lisant un peu autour de GraalVM. Twitter a été développé à l'origine en Ruby, avec le framework Ruby on Rails. Donc certainement ça marchait très bien à l'époque, sauf qu'ils sont un peu montés en cadence, et ils ont dû scaler un peu autour de ce développement en Ruby. Et je crois que d'ailleurs il y a eu un shutdown de Twitter suite à une fin, parce qu'il y a eu beaucoup de fuites par rapport à l'élection présidentielle américaine. C'est peut-être à partir de ce moment-là où ils se sont dit, tiens, il serait temps d'en faire autre chose que du Ruby. Et donc ils sont passés de Ruby à Java et Scala. Et voilà. Et donc le problème de Ruby, c'était clairement lié aux performances de Twitter. Et puis il y avait aussi un problème d'encapsulation apparemment. Donc il devait certainement avoir un bon gros code de spaghetti. Et qui était difficile à maintenir. Et donc ils sont passés. Donc l'idée de GraalVM ici, ça aurait pu être de dire, je vais migrer graduellement de Ruby on Rails vers Java. Alors c'est d'autant un bon exemple que Twitter, c'est le seul projet référencé sur le site de GraalVM avec GraalVM en production. Voilà. Bientôt Elastic apparemment. C'est pas ce que tu as dit. Oui, enfin, alors, petite précision là-dessus, Twitter a contribué à GraalVM. Twitter a contribué à GraalVM, oui, d'accord. Donc quelque part ça facilite l'adoption. Voilà, et l'argument principal en faveur des applications polyglottes, à mon sens, c'est celui-là, c'est le fait de pouvoir réutiliser du code source, mais pas seulement dans l'écosystème du langage dans lequel on travaille. C'est-à-dire on s'affranchit des frontières justement de l'écosystème qui est fourni de base avec le langage principal avec lequel on développe. Ça va être simplement, par exemple, réutiliser des librairies ou des bibliothèques devenant d'autres langages, tout simplement parce que cette librairie n'existe pas dans mon langage, mais je m'ouvre à l'extérieur. Et voilà. Et donc ça, c'est un peu c'est ce que vous voyez sur le site de GraalVM, c'est les arguments aussi qui sont là. Cette librairie n'existe pas, n'est pas disponible dans mon langage, j'ai besoin de la réécrire. Ce langage serait parfait pour mon problème, mais je ne peux pas l'exécuter dans mon environnement. Et mon problème est déjà résolu dans mon langage, mais mon langage est trop lentement. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de problème, mais combien de fois vous avez trouvé une librairie qui serait pas mal dans votre langage, mais pour autant elle était disponible que dans un autre, ou alors elles sont effectivement portées dans différents langages, mais à un niveau de support différent, etc. Et puis il y a aussi, par exemple, plein de services. J'ai eu le cas, par exemple, avec Mesos. Mesos, c'est le gestionnaire de cluster un peu à la Kubernetes, où Mesos fournit tout un tas de clients. Donc c'est simplement des clients, donc on accède à un service au travers d'une API HTTP, et donc ils développent plein de clients. Et donc c'est simplement des wrappers autour de cette API HTTP. Et donc ils fournissent plein de wrappers dans différents langages, en Java, en Python, etc. Et moi j'avais besoin d'un client Python, sauf que ce client Python, il était fourni par la communauté, et avec le support de l'API Mesos, avec un support partiel, on va dire. Donc j'ai eu besoin de continuer le dev pour trouver le bon support. Voilà. C'est quand même un effort de développement qui n'était pas prévu au départ, mais qu'il a fallu faire pour pouvoir l'intégrer en Python avec les autres. Donc ça, c'est l'argument principal, à mon avis, c'est effectivement la réutilisation de code, et c'est aussi peut-être combiner étendre les domaines d'application des langages. Par exemple, on se rend compte qu'aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes langages selon le domaine d'application. Par exemple, on va développer des jeux vidéo en C, en C++, on va faire du calcul numérique avec Fortran. Il y a des systèmes critiques. Alors, historiquement, on faisait dans le domaine du spatial et dans le domaine militaire, on utilisait de l'ADA. Alors, moi, je ne connais pas du tout ADA, parce qu'il y a des gens qui ont déjà développé en ADA ici. Alors, maintenant, c'est un bon remplaçant à ADA pour ce genre de système critique.
Et puis, je l'ai dit, hein, tous les langages plutôt bas niveau, donc pour faire pour faire du système, du C, du C++, du Rust. Et puis, il y a le domaine de la data science où on a R historiquement, et puis Python maintenant aujourd'hui, qui est quand même le langage favori pour faire de la data science. Pourquoi? Parce que le langage est bien adapté pour ça, il offre des structures de données qui sont quand même de haut niveau, qu'on manipule facilement, et puis surtout, il fournit tout un écosystème pour faire de la data science. Et puis, il y a des langages dédiés au développement de logiciels Apple. Ça, c'est un domaine à part. Et ça, c'est un petit travail. Et puis, la finance, etc. Donc, GraalVM. En fait, GraalVM, il faut bien comprendre qu'il ne vient pas révolutionner des concepts. Il existait déjà ces concepts d'interopérabilité de langage, le fait de pouvoir mélanger les langages de programmation les uns dans les autres, ça existe déjà, en fait, on a beaucoup d'exemples. Le premier exemple, c'est tout simplement HTML, CSS et JavaScript. C'est déjà un écosystème un peu particulier si on y réfléchit. Donc, HTML pour faire le contenu de la page, CSS pour la mettre en forme, et puis JavaScript pour rendre tout ça un peu dynamique. Donc, c'est déjà un trio de langages qui est quand même interopérable et qui permet de développer les pages. Donc, il y a aussi, alors ça je connais beaucoup moins bien, mais je vais quand même lister, l'interopérabilité de Swift et d'Objective-C, donc le langage chez Apple. Et puis il y a des choses que vous connaissez peut-être un peu plus, donc JRuby, donc c'est une implémentation en Java du langage Ruby. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mélanger du Ruby dans une application Java, donc ça existait déjà depuis très longtemps. Jython, de la même manière, donc c'est un interpréteur Python qui a été développé en Java, etc. Et puis on a des Rhino et Nashorn, alors je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est des moteurs d'exécution JavaScript qui ont été aussi implémentés en Java. Et donc, quelque part, le but de GraalVM, c'est de rendre Nashorn obsolète. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà acté. Et Rhino, c'est exactement la même chose que Nashorn, sauf que c'était produit par Mozilla. Voilà. Iron Python pour mélanger du C et du Python. Et puis après, il y a aussi tous les bindings que l'on connaît. Donc les bindings, c'est simplement, par exemple, quand on veut utiliser une bibliothèque qui a été développée en C ou en C++, et qu'on souhaite l'intégrer dans un langage de plus haut niveau, dans un framework, notamment un Spark, dont le cœur a été développé en Java et en Scala, et pour autant, il fournit plein de clients dans différents langages, et il y a un binding de Java vers Python. Donc on peut interagir avec Spark, avec un client Python. Donc tout ça, ça existait déjà. En fait, ce qu'apporte GraalVM par rapport à tout ça, en fait, c'est une approche générique pour ajouter le support de nouveaux langages, et puis surtout, une approche générique pour pouvoir mixer, pour pouvoir mélanger tous ces langages de programmation dans une même application. Alors, là, c'est le diagramme d'architecture générale de GraalVM, tel que Sylvain l'a déjà présenté tout à l'heure. Alors, nous, ce qui nous intéresse, Sylvain a plutôt expliqué la partie basse avec les images natives, les substrats VM, notamment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie haute, et de voir quels sont les langages qui sont supportés dans GraalVM. Alors, il y a toute la famille des langages JVM, donc Java, Kotlin, Scala, Ruby, Clojure. Voilà, donc tout ça c'est très bien, donc ça fonctionne comme avant, c'est-à-dire on peut faire dans GraalVM des langages JVM, sauf que maintenant on a des performances qui sont accrues et surtout on peut mélanger tous ces langages. Donc, on peut très bien dans le même fichier source mélanger du Java, du Kotlin, du Scala, etc. Et puis ce qu'on pouvait déjà faire avant, c'était effectivement profiter de tout l'écosystème déjà disponible en Java dans tous ces autres langages JVM. Ça, c'est les langages JVM. Ce qui nous intéresse peut-être un peu plus ici, c'est les autres langages. Donc, c'est Ruby, R, Python, JavaScript. Et puis JavaScript au travers de Node.js, donc c'est un exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, donc, il y a aussi toute la famille des langages LLVM, donc avec notamment le support de Rust, C, C++, mais en fait, il y en a plein d'autres, dont Fortran d'ailleurs. Et puis, effectivement, la grande annonce qui a été faite il y a une semaine ou deux, c'était l'intégration de WebAssembly.
Alors, WebAssembly, pour rappel, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça, en fait, le but de WebAssembly, c'est simplement de proposer des alternatives à JavaScript. Donc, en fait, le but de WebAssembly, c'est de pouvoir exécuter des applications natives directement dans le navigateur. Donc, en fait, WebAssembly, c'est une machine virtuelle. On peut produire du bytecode plutôt de bas niveau. Ce bytecode est envoyé dans le navigateur. Et puis voilà. Et donc, un des premiers langages supportés par WebAssembly, c'est notamment Rust. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, en fait, c'est que ce que fait GraalVM, en termes de fonctionnement interne, pour supporter tous ces langages-là, en fait, il ne peut pas intégrer le compilateur natif de tous ces langages. En fait, il est obligé de la réimplémenter. C'est-à-dire, il repart de la spec de chacun de ces langages, il repart de la grammaire du langage, en fait, il les réimplémente à sa sauce, et surtout, il les réimplémente de façon à pouvoir les marier. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici. Et donc, toutes ces implémentations de langage, en fait, c'est toutes les boîtes oranges que l'on voit là. Donc, c'est Truffle, Ruby, Faster, GraalVM. Donc ça, c'est toutes les implémentations qui sont fournies de base avec GraalVM. Et puis, il y a aussi des supports pour d'autres langages qui sont poussés par la communauté, et donc WebAssembly en est un exemple. Et un autre exemple, c'est CUDA aussi. CUDA, c'est des langages pour manipuler des cartes graphiques, merci. Donc ça aussi, c'est très récent. Voilà. Alors, je parlais des langages LLVM. Moi, je ne connaissais pas trop LLVM, donc j'ai rajouté un slide pour expliquer un peu ce que c'était. Donc, LLVM, c'est aussi un framework. C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, pour développer des machines virtuelles de langage, donc des langages proches du Java. Voilà. Sauf qu'en fait, à la base, LLVM, donc c'est Low Level Virtual Machine. LLVM, c'est indépendant de tout langage de programmation et c'est aussi indépendant de toute architecture de machine. C'est-à-dire que, en fait, le seul but de LLVM, c'est de produire du bytecode de bas niveau. Et donc, après, donc, il faut implémenter le support de son langage au travers de LLVM. Mais donc, tous ces langages ont en commun le même bytecode. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire que rendre compatible la machine LLVM avec GraalVM, bah, du coup, ça nous ouvre à toute une panoplie de nouveaux langages. Donc, c'est Rust, mais pas seulement, en fait, il y a vraiment toute une ribambelle. Comment ça marche concrètement? Alors, en fait, la meilleure comparaison que je pourrais faire pour expliquer un peu le fonctionnement interne de GraalVM, enfin plutôt le framework Truffle, parce que là, c'est vraiment cette partie de GraalVM qui va s'occuper de faire ça. La meilleure comparaison que je peux faire pour expliquer ça, c'est la JVM elle-même. En fait. La JVM, c'est quoi? On va prendre votre code source, là, en l'occurrence du code source Java. Elle le compile, elle produit du bytecode Java, et puis avec la compilation just in time, donc c'est la compilation dynamique à la volée, voilà. On va traduire ce bytecode en code machine qui est adapté pour tourner sur l'architecture de la machine. Voilà. Et donc JVM, alors pourquoi ça s'appelle JVM Hotspot? D'ailleurs, en fait, c'est parce que la JVM fait des optimisations de code à la volée. C'est bien ça que ça veut dire. Donc c'est par rapport au point chaud du code. Donc c'est toutes les parties du code qui sont par exemple les plus utilisées. En fait, la JVM est capable d'optimiser vraiment au runtime, à l'exécution, tous ces points chauds. Et bien en fait, le fonctionnement de GraalVM, c'est un peu la même chose, ni plus ni moins. C'est-à-dire que Truffle, le Truffle Framework, Truffle, c'est à la fois un framework et une VM, c'est-à-dire c'est un moteur d'exécution, mais c'est aussi le framework qui va permettre d'implémenter ces langages-là. Donc la VM Truffle, elle va prendre le code source. Donc ici, ça peut être du JavaScript, du Ruby ou du C. Elle va prendre le code source, elle va le traduire dans une représentation intermédiaire, au même titre que le bytecode, c'est une représentation intermédiaire du code. Donc elle va produire cette représentation intermédiaire du code. Et puis après, c'est la JVM qui prend le pas, et c'est elle qui va reprendre cette représentation intermédiaire et qui va l'optimiser, etc., en prenant du bytecode, etc. Quoi dire
sur cette représentation intermédiaire, eh ben, en fait, pour pouvoir mixer des langages, il faut que les représentations intermédiaires soient toutes compatibles les unes entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais chercher un truc, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, elles doivent toutes être compatibles entre elles. Alors, il y a aussi de l'optimisation de code déjà qui est faite à la volée, aussi par notre FMVM. Elles doivent être compatibles entre elles, mais surtout, elles ne sont pas nécessairement égales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, puisqu'on adresse des langages de nature très différente, hein, avec différents paradigmes, de l'impératif, de l'orienté objet, avec la gestion automatique de la mémoire ou la gestion explicite, etc. Donc, en fait, cette représentation intermédiaire du code doit être compatible et pas nécessairement égale. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Truffle, en fait, c'est simplement, quand vous voulez développer un nouveau langage, en fait, vous définissez d'abord une grammaire, donc vous choisissez vos mots-clés, etc., vous définissez une grammaire, vous prenez cette grammaire et vous la donnez à manger à un outil, par exemple, comme Antler, AntCLR, donc Another Tool for Language Recognition. Vous donnez donc la grammaire, c'est simplement la description des règles de syntaxe de votre langage, d'accord. Et puis Antler, donc ce type d'outil, donc ça fait exactement la même chose que Truffle Framework, en fait, va vous générer un parseur ou un analyseur d'arbres syntaxiques abstraits. Voilà. Donc en fait, le bout de code qu'on voit ici va être simplement traduit dans un arbre syntaxique, c'est-à-dire avec des nœuds, et donc c'est comme ça qu'on exprime naturellement un programme. Donc ici, en fait, cet algorithme-là, c'est simplement le calcul du point commun diviseur. Donc c'est pas la même chose. Et donc ça, c'est la traduction de ce morceau de code, en JavaScript en l'occurrence, sous la forme d'un arbre de nœuds. Voilà. Et donc, si vous voulez par la suite rendre votre langage exécutable, ben, vous prenez chacun des nœuds qui composent votre arbre syntaxique abstrait, et vous apposez une méthode d'exécution à chacun des nœuds. C'est comme ça, en fait, à chaque nœud, on lance cette méthode d'exécution qui va lancer l'exécution des nœuds enfants, etc. Et puis, de façon récursive, on est capable de remonter le résultat et de remonter le résultat des expressions de code, etc. Donc, plus mieux ou plus. Donc ça, c'est la base pour exécuter un langage. Alors comment ça se passe quand on va mixer des langages très concrètement? Alors ici, je reprends mon algorithme de grand commun diviseur, donc c'est du JavaScript, et puis je l'insère, je le greffe dans un programme Java. Donc en fait, je vais avoir deux arbres syntaxiques qui vont être produits par Truffle. Donc j'ai mon arbre syntaxique Java, j'ai mon arbre syntaxique lié à JavaScript, et puis concrètement, comment je vais pouvoir greffer cet arbre syntaxique à mon arbre Java? Et ben, en fait, tout ça va se faire au travers de messages. C'est-à-dire qu'en fait, les langages ne partagent pas la petite exécution concrètement. En fait, la représentation intermédiaire du code, elle est partageable entre les langages au travers de messages. Donc, c'est des directives qui vont être envoyées d'un arbre syntaxique vers un autre pour pouvoir accéder aux objets, pour pouvoir accéder à une méthode, pour pouvoir accéder au champ d'une classe, pour pouvoir accéder à un élément de tableau, etc. Et tout ça va se faire au travers de messages, donc read, write, donc exécute, on l'avait déjà expliqué dans le slide précédent. Read pour accéder à des membres du langage invité, write pour pousser des valeurs. Unbox, alors unbox c'est par exemple en Java vous avez le boxing, et le boxing qui a été introduit en Java 5, c'était le fait de pouvoir convertir des types primitifs dans des types objets. Là, mais ça c'est exactement la même chose. Et puis aussi il y a une directive un peu spéciale qui est XView, parce qu'en fait dans tous les langages on retrouve cette notion de valeur vide, c'est-à-dire le nul, nil, undefined, etc. Donc voilà comment ça marche, et voilà comment on va pouvoir greffer mon arbre syntaxique Java, JavaScript dans Java. Et donc en fait, on retrouve ici
Ces messages de base, en fait, c'est vraiment les primitifs de base pour pouvoir faire du mélange de langage de programmation. En fait, on l'a trouvé ici dans le code source. Donc, put member, en fait, c'est j'écris une valeur pour mon JavaScript, je pousse une deuxième valeur dans mon JavaScript. Là, j'évalue mon code, je l'évalue, c'est-à-dire je vérifie qu'il est correct, déjà, de base, et puis après, je l'exécute. Et puis après, en retour, là, je récupère la valeur qui a été produite par le JavaScript. En fait, là, je viens de définir ce qu'était l'API Polyglot. Donc, vraiment, ces messages-là, donc ces 5 primitifs de base, read, write, isNull, unbox et execute, c'est vraiment le cœur de l'API Polyglot. C'est comme ça qu'on va pouvoir mélanger les langages de programmation les uns dans les autres. Et en fait, ici, ce que vous voyez, bah, c'est des petits screenshots de la Javadoc de l'API Polyglot. Alors, l'API Polyglot implémentée en Java, c'est-à-dire quand mon langage hôte est Java, je vais utiliser l'API Polyglot en Java pour pouvoir m'interfacer avec d'autres langages. Si par exemple mon langage hôte, c'est-à-dire mon langage de départ, c'est du JavaScript, ben je dois pouvoir retrouver une API Polyglot qui pour le coup a été implémentée en JavaScript. Et du coup ça pose problème puisque déjà à ce niveau-là, vu qu'on est dans différentes natures de langage, ben forcément l'API Polyglot se décline différemment d'un langage à l'autre. Donc, ce qui fait que le support de cette API Polyglot, en tout cas de son fonctionnement, n'est pas le même. Mais donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, comme dans les systèmes historiques qu'on a vus pour marier différents langages, en fait, il n'y a pas de partage de la pile d'exécution, il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'encapsulation des variables, etc. Donc c'est vraiment... Donc ça, c'est un peu ce que je veux dire. Le fait d'avoir un langage hôte et qui va pouvoir appeler un langage invité, donc ça, c'est les termes qu'on trouve sur le site de l'AVM, au travers de la. Et donc maintenant, si on décide d'implémenter un nouveau langage et qu'on souhaite le faire supporter par GraphQL, en fait, concrètement, comment ça se passe? Donc, je l'ai dit, Truffle, c'est à la fois une VM, c'est un moteur d'exécution, mais c'est aussi un framework pour développer le support de nouvelles implémentations, pour développer de nouvelles implémentations. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Ça va se faire. Alors, c'est ce qu'ils vendent en tout cas, ça a l'air très simple. Moi, concrètement, je n'ai pas testé. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, développer simplement ce fameux parseur d'arbre syntaxique. Et tout ça se fait au travers d'annotations Java, et puis il y a un petit peu de tambouille à faire, il y a de la tuyauterie à faire avec un petit peu de code Java. Et concrètement, cette étape-là devrait se faire assez rapidement. Et donc après, on bénéficie effectivement de tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire du compilateur Graal et de la JVM en dessous. Et on est assuré que mon langage, bah, du coup, il a des performances accrues, etc., parce qu'on repose déjà sur un existant. Alors ça, c'est la comparaison, c'est si on devait développer un langage from scratch et qu'on décidait, par exemple, de développer la VM qui est vraiment autour de ça, etc. Si on développe le garbage collector pour exploiter la mémoire, etc. On définit un format de bytecode, et puis les gens ne sont pas contents, ils vont jusqu'à ce que. Donc, en tout cas, le support de nouveaux langages devrait être facilité au travers du GraphQL. Deuxième exemple de code, pardon. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté l'algorithme là qui calcule le plus grand commun diviseur. Bon, en fait, j'ai fait un exemple très simple. C'est le même exemple là, que je vous ai montré. Voilà, donc ça, c'est ma classe Java. Donc j'intègre un morceau de JavaScript dans une classe Java. Alors ici, contexte, c'est ma classe d'entrée dans l'API. Ah, pardon. La présentation, ça sera mieux. Ici, contexte, donc c'est la classe d'entrée dans mon API Polyglot. C'est à partir de cette classe-là que je vais pouvoir faire très concrètement l'interopérabilité de langage. Donc je crée un contexte, et puis à partir de ce contexte, je vais pouvoir. Mince.
Donc je vais pouvoir écrire les variables que je veux dans mon JavaScript. Là, j'évalue mon code JavaScript et je l'exécute. Et puis je récupère la valeur qui a été retournée par mon JavaScript et j'affiche le résultat. Donc si j'exécute ce truc-là, déjà je compile à la mano parce que justement c'est ce que je disais tout à l'heure, les extensions GraalVM pour Visual Studio Code, c'est pas top, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à compiler à la volée. Donc en tout cas j'ai pas trouvé. Et puis après j'exécute mon code Java et je lui donne deux valeurs en argument, donc deux entiers. Etc. Voilà. Donc là, il me dit que le plus grand commun diviseur de 42 français, 6, etc. Donc, à partir de là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est on imagine que mon algorithme, voilà, c'est quelque chose de haute valeur intellectuelle et qui n'a été implémenté que dans un certain langage, donc en l'occurrence ici JavaScript, et qui n'est disponible qu'en JavaScript. Pour autant, moi j'aimerais bien pouvoir exécuter cet algorithme-là dans du langage C, par exemple. Alors tout à l'heure, Sylvain a montré comment produire des images natives avec l'outil Native Image. Là, l'idée, c'est de produire une bibliothèque partagée, une shared library, d'accord. Et donc l'idée, c'est de pouvoir exécuter ce code dans un fichier C. Donc, en fait, là, si je prends un peu de recul, donc j'ai une classe Java qui intègre du JavaScript. Je vais en faire une librairie partagée que je vais appeler dans du langage. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas que n'importe quoi. Mais voilà, c'est pas n'importe quoi. Donc j'ai déjà produit cette librairie partagée. Alors je peux vous montrer quand même. C'est avec Clang. Alors Clang, c'est le compilateur LLVM pour le langage C. Donc c'est le truc qui tend à remplacer GCC, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est la ligne de commande Clang. Donc je ne l'exécute pas, je l'ai exécuté tout à l'heure, ça prend un certain temps. Donc je ne sais pas si pour toi les images natives, ça prend du temps. Oui. Et surtout, ça prend de la ressource. Alors, moi, je sais que ma machine, qui est quand même une machine de guerre avec 32 Go de mémoire, etc., elle me suit un peu quand même. Donc, voilà. Et donc après, je peux vous montrer le fichier C dans lequel je souhaite intégrer cette bibliothèque. Alors c'est cd.c. Alors ici, j'importe, alors je ne sais pas si c'est pas le bon terme, c'est on importe une librairie. Voilà, donc je récupère mes deux arguments. Alors c'est ici GCD, donc ça c'est ce que j'ai produit avec l'outil Native Image. Je prends des arguments, je les convertis en long. Ah oui, mais en fait, je vous ai montré les trucs à l'envers. Le GCD.java, ce n'est pas celui que je vais utiliser concrètement, c'est un autre, c'est GCD lib. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu particulier. En fait, le point d'entrée main de Java n'est pas reconnu par l'image pour produire une bibliothèque partagée. Donc en fait, on utilise une notation Java un peu particulière qui s'appelle cEntryPoint, voilà, et donc je définis le nom de mon entry point qui va être GCD, et en fait je reformule ce que j'ai fait dans la classe précédente avec mon mail. En fait, je remets son contenu en fait, dans une méthode statique, et concrètement je fais exactement la même chose. Donc je prends deux entiers en paramètres, j'exécute mon JavaScript et je retourne la valeur. Alors après, il y a une petite tambouille à faire aussi, il y a une petite cérémonie à faire pour pouvoir faire tout ça en fait. Et notamment l'ajout de ce premier paramètre là qui est isolate thread. Alors, je n'ai pas trop lu la littérature autour de ça, concrètement je le fais sans tout savoir pourquoi. Voilà, donc je produis ma bibliothèque partagée à partir de ce GCD, à partir du petit. Et puis donc je remonte mon fichier C. Donc j'importe ma librairie et je lui
j'utilise priva ici, getGCD avec mes deux paramètres. Alors, je disais, la petite cérémonie à faire aussi, il y a des petites choses à faire en préambule et puis après l'appel de nos fonctions. Et après, donc, si j'appelle CD, alors j'ai compilé mon fichier C, et donc après je vais l'appeler. Ça fait quelle taille juste Alors du coup c'est très très lourd. Pourquoi? Parce que comme je fais ça au travers de JavaScript, en fait, oui, ça veut dire que j'ai besoin d'importer dans mon répartagène tout ce qui est lié, tout ce qui est JavaScript. Donc du coup, je ne tiens pas du tout les mêmes résultats que c'est un truc qui ne pèse pas 13 mégas, c'est un truc qui pèse quand même 100 mégas. Donc pour calculer le plus grand commun diviseur, c'est un peu lourd, je vous l'accorde. Donc une fois, c'était un niveau. Ça, c'est un exemple de code, encore une fois, qui est pas de valeur. Je vais vous illustrer un autre exemple qui est là pour le coup un petit peu plus réel, je pense. Un autre cas d'usage qui, à mon avis, est un peu plus réaliste. Voilà, donc c'est un client qui vient nous démarcher. Et donc, ils ont un système legacy. On dit que on va parler d'une banque ou un site de e-commerce, peu importe. En tout cas, c'est un système legacy, donc c'est un système qui tourne depuis des années, et donc ils le maintiennent, etc. Et donc leur problème, c'est qu'ils viennent nous voir, ils nous disent quoi qu'on fasse, en fait, on finit toujours par insérer dans le système des données qui sont corrompues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout une pattern d'architecture moderne, hein, on n'est pas du tout en microservice. Donc là, c'est vraiment une application 3 tiers classique. Donc j'ai une couche présentation, une couche de service, avec une couche métier, et puis j'ai la couche de persistance des données qui est derrière, etc. Donc le problème pourquoi on insère toujours des données qui sont un peu corrompues dans notre système, en fait, c'est qu'on a plusieurs points d'entrée dans notre application. Donc il y a effectivement l'interface web de base, et puis on a développé au fur et à mesure des années tout un écosystème d'outils pour interagir avec le truc. Donc il y a des outils système qui font ça, et puis on a des outils aussi qui importent des données en batch dans la base de données, parce que de temps en temps, les données viennent d'ailleurs, etc. Donc on imagine qu'en fait, dans cette application, dans l'interface web de cette application, l'utilisateur doit saisir des données, donc il remplit un formulaire, et puis en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est valider les données, c'est-à-dire valider un numéro de carte de crédit, valider un email, valider des valeurs numériques, ce genre de choses. Et voilà. Donc, de base, et ça c'est plutôt classique, en fait, on va essayer de, côté client, en fait, on va éviter d'envoyer des requêtes au serveur, et on va essayer de valider les données en avance de phase avant de requêter le serveur. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc l'idée, c'est effectivement de ne pas gaspiller les ressources du serveur, c'est de ne pas gaspiller de la bande passante, etc. Donc le but, c'est de valider au plus vite les données, et donc de ne pas interagir avec le serveur. Par contre, le back-end, lui, il peut être requêté par d'autres types de clients, notamment des clients HTTP bruts, c'est-à-dire qu'ils ne font aucune validation de données, donc ils envoient juste des requêtes HTTP. Et donc, la couche de service doit aussi valider les données. Donc, déjà, on a cette idée de il faut répliquer cette logique de validation. Et puis, donc on l'a dit, on peut insérer des données directement dans la base de données avec des outils batch, et ils le font régulièrement. Et donc l'idée, c'est aussi, côté base de données, pouvoir valider ces données. Donc on doit retrouver des règles de validation directement au niveau de la base de données. Donc la solution, c'est de dire, ça peut être sujet à débat, hein, mais la solution, c'est de dire, ok, on va répliquer cette logique de validation à tous les niveaux de mon application 3 tiers. Voilà. Et le problème de ça, c'est comment je m'assure que cette logique de validation est consistante dans toutes les couches de mon application. Voilà. Parce qu'en fait, on tombe toujours sur le même problème. Quoi qu'on fasse, on finit toujours par insérer des données corrompues. Donc l'idée, en fait, c'est de dire,
en fait, on va réutiliser la même librairie de validation des données à tous les niveaux de mon application. Alors, je repars en code. Et là, je vais vous montrer. Donc c'est pareil, c'est une classe. Alors on imagine que effectivement, une application web est développée autour d'une librairie JavaScript qui s'appelle Validator, que peut-être vous connaissez, et donc qui permet de faire ce genre de choses, de valider des emails, de valider des donc l'idée, ça va être aussi, côté backend, d'utiliser cette même librairie, parce qu'elle nous convient bien, et voilà. Donc côté backend, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une classe Java, qui va simplement être un wrapper autour de cette librairie. Et donc, par exemple, ici, je dis, est-ce que j'ai une méthode qui me permet de valider qu'une chaîne de caractères est bien un email. Donc, en fait, j'ai cette méthode isEmail et j'appelle une autre méthode qui s'appelle validate. Et c'est là où, en gros, la petite magie va s'opérer. Donc, j'ai toujours la création de ce contact, donc, qui est mon point d'entrée dans la polyglot. Et puis après, donc, je vais charger cette librairie Python, qui s'appelle Validator, que j'ai préinstablement installé au travers de l'outil npm qui est shippé avec GraalVM, d'accord. Et donc en fait, par contre, ce que fait GraalVM, quand on fait npm install Validator, là, pour le coup, en fait, il va l'installer dans la distribution GraalVM. En fait, je suis obligé dans mon programme de référencer cette dépendance. Alors, je pourrais très bien, au niveau de mon projet, au niveau des sources, la réintégrer, la mettre dans un répertoire de mon projet, sauf que là, j'ai décidé de la mettre là. Donc, en fait, je référence directement le chemin de ma librairie, et puis je dis, voilà, se trouve sous Java Home, et va chercher des librairies qui est sous le module validateur, etc. Et donc, après, j'accède au code source de mon validateur. Qu'est-ce que je fais? Mon contexte, je charge le source de ma librairie, et puis je l'exécute. Alors j'exécute la méthode dont je trouve le libellé ici. En fait, isEmail va appeler la fonction. Je prends trop de temps, c'est ça? Non. Ah, pardon. Et je vais appeler la méthode qui s'appelle isEmail de ma librairie validateur. C'est un simple wrapper. Donc pareil, je vais pouvoir compiler ce truc-là. Je l'exécute. Alors j'ai fait un petit main qui prend en gros la fonction que je vais exécuter avec la valeur que je vais appeler. Donc par exemple, isEmail n'importe quoi. Donc il va me dire, normalement c'est pas bon. isEmail de wrapper.com. Il y a de pas content, ce genre de choses. Et puis, est-ce que j'ai is credit card? Ça c'est faux, normalement ça devrait être bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ça c'est pas un numéro de téléphone, mais sur un train. Voilà, je suis content, c'est un bon numéro de téléphone. Voilà. Donc ça, c'est, du coup, je viens de créer un wrapper autour de mon validateur en JavaScript. Et donc c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans mon backend au niveau de ma couche de service pour valider les entrées. Et puis il y a une dernière étape que je voulais vous montrer, mais que malheureusement je ne peux pas vous montrer. Pourquoi? Et Sylvain on a un peu parlé tout à l'heure, c'est que GraalVM est aussi intégré dans Oracle. Donc dans Oracle DB, et donc ça s'appelle Oracle MLE, donc c'est Multilingual Environment. Et c'est aussi supporté dans MySQL. Alors, je pense que le niveau de support n'est pas terrible aujourd'hui, parce que j'ai regardé, il n'y a quand même pas grand-chose dans GitHub. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi qu'on pouvait valider des données aussi au niveau de la base de données. Et donc, on est content, puisque on a répliqué, c'était le but de la mission, c'était de répliquer cette logique de validation dans toutes les couches de mon application. Sauf qu'en
en fait, j'ai téléchargé, donc c'est une image Docker Oracle MLE, c'est ça. Sauf qu'elle ne marche pas en fait. Donc, en plus, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est une image Docker qui pèse quand même 6 gigas. Quelque chose ne va pas quelque part. Voilà. Donc j'ai pas pu aller au bout de mon exemple, mais voilà, en tout cas, c'était le cas d'usage qui disait bon. Plus gros Xcode. Je parle bien de la présentation. En fait, c'est un petit peu la conclusion. Voilà. Donc GraalVM, c'est très bien, mais en fait, tout ça, c'est encore très expérimental. Hein. Et d'ailleurs, toutes les implémentations de langage qui sont fournies de base avec GraalVM, donc il y a Ruby, R, Python, etc. En fait, ils sont tous flagués aujourd'hui expérimental ou MVP, etc. MVP, d'ailleurs, c'est plutôt le statut aujourd'hui de WebAssembly, mais c'est normal. Donc en fait, c'est un projet qui est extrêmement jeune, qui a à peine démarré, et qui, selon moi, a un grand intérêt. Et donc, il y a plusieurs problèmes qu'on peut déjà identifier. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le fait que quand on développe un projet avec GraalVM, quand on veut marier différents langages de programmation, c'est fluide de ma gestion de dépendance. On pourrait très bien imaginer un outil un peu simili Maven ou Gradle, où on pourrait importer des dépendances de tout type et on sait que. Au niveau de l'API Polyglot, c'est très bien, sauf que en fait, c'est un peu boilerplate. Alors, je ne sais pas comment traduire en français, mais c'est vraiment du code de tuyauterie. Et on aimerait que ce soit vraiment plus simple de marier différents langages. Donc aujourd'hui, c'est pas encore ça, c'est pas très confortable pour les applications. Et puis, c'est là où, j'en ai pas vraiment parlé, mais c'est là où on tape un peu dans le dur. Aujourd'hui, en fait, on adresse des langages de différentes natures, avec différents paradigmes, des langages orientés objet, avec un typage dynamique, un typage statique, des langages impératifs, avec une gestion explicite de la mémoire, ou une gestion automatique, par exemple, à travers le garbage collector. Et voilà, la gestion des frais. En fait, tout ça, quand on lit un peu la littérature autour de GraalVM aujourd'hui, c'est vraiment des travaux qui sont en cours. C'est vraiment pas sec. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi énormément de choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'était un petit peu la conclusion. Et ça, c'est la petite phrase de conclusion. Des références ici à Gonta, donc il y a le site de GraalVM, effectivement, il y a une formation sur GitHub qui donne toute une liste de ressources par rapport à GraalVM. Ça, c'est le papier de recherche initial sur GraalVM que j'ai lu, mais qui est déjà très difficile à comprendre, à mon sens. Et puis après, ça vous ouvre à toute une ribambelle d'autres articles de recherche, où justement on explique ces difficultés de mapper différents langages avec différents paradigmes. Et puis un article très intéressant que vous pouvez lire sur Medium, c'est des petites choses à faire avec GraalVM. Donc c'est sur cet article en partie que je me suis inspiré.